Ma montée de lait aura peut-être servi à quelque chose finalement. Atiba Hutchinson enfin sur le banc et Ismaël Koné sur le 11 partant. Scandale, corruption, rien ne va plus au FC Barcelone. Et non, mesdames et messieurs, Christine Sinclair n'est pas finie pantoute. Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Really professional performance from the lads. Coming here is not easy. It was a very motivated Curaçao team on a difficult pitch. You could see when you're trying to get rhythm, that little bounce just before you take your touch. So I thought the players controlled their emotions well. And I thought strategically they did well today. I thought they defensively were tight and then showed our quality in the moments we needed to. So main goal was to keep a clean sheet coming off the back of the World Cup and just to push that goal difference out, that give us the control going into BMO Field against Honduras. Bonjour les garçons. Bonjour. C'était John Herdman après ce match du Canada contre Curaçao. Une victoire de 2-0. Beaucoup de choses, premièrement, j'étais pas contente la semaine passée parce que quand j'ai vu Atiba Hutchinson... Tu l'as bien caché. On l'a vu. Non, on l'a vu, qui était dans le 11 partant, mais je me dis, on va voir quel sera son 11 partant parce que John Herdman parlait beaucoup de transition. On disait, ouais, OK, mais on va le voir. Qu'est-ce que vous avez pensé, premièrement, de cette formation? Atiba Hutchinson sur le banc, notamment. Ismaël Koné, il avait joué dans tous les matchs de la Coupe du Monde, mais là, enfin, il était partant. Il y a quand même encore des plus vieux qui étaient là, comme un Vitoria. Mais comment vous avez... qu'est-ce que vous avez pensé de la formation choisie par le coach? Ben, c'était plus ou moins ce à quoi je m'attendais, grosso modo. Un peu comme je l'ai dit la semaine dernière, une transition, ça ne s'opère pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Est-ce que nécessairement je vois d'un bon œil qu'on garde un Vitoria, par exemple, avec sa légendaire pointe de vitesse en charnière centrale? Non, mais ça fait partie du processus. Ultimement, contre Curaçao, qui était un adversaire, oui, un peu compliqué, mais pas nécessairement si menaçant que ça. Je pense que le Canada fait le nécessaire avec les munitions à sa portée aussi. Et puis, de voir un peu comment on a articulé tout ça, une défense à 3, tout ça. C'est de bonne augure pour la suite parce qu'on voit des trucs qui sont en mouvement. Puis ça, je pense que c'était intéressant de voir ça, des trucs qui sont en mouvement. Pas une fin en soi, mais le début d'un processus. Puis surtout face à Curaçao, je veux dire, c'est une opportunité extraordinaire d'avoir des tests aussi. Je veux dire, c'est une équipe assez modeste. On joue le Honduras par la suite. Ça nous permet de tester des choses, de tester des positions tactiques aussi. Je pense que voilà, le 3-5-2, de voir comment on articule justement les pistons sur les côtés. Là encore, je pense que c'est une façon de voir comment l'équipe peut réagir. Certains changements aussi qui donnent beaucoup de satisfaction. Moi, j'ai aimé le sérieux en fait de cette équipe. Elle a pris au sérieux Curaçao. Il n'y a pas eu de volatilité, il n'y a pas eu de relâchement à se dire on joue face à une équipe entre guillemets faible, donc ça va être plus facile. Au contraire, et je pense que voilà, cette équipe-là a le potentiel de bien faire des choses et de revenir en fait de cette Coupe du Monde avec, comment dirais-je, des assises qui leur permettent d'évoluer encore, de ne pas se dire que la Coupe du Monde c'était une parenthèse, enchantée entre guillemets, même si on a pris 0 point, mais de ressortir de là et de se dire écoute, on est une bonne équipe, on veut avancer et on veut continuer à être une grande équipe, donc c'est vers là que va l'équipe. Mais ça a pris du temps à se mettre en marche quand même. T'sais, à travers tout ça, les 20 premières minutes, je trouve que ça faisait très CONCACAF, très... Oui, une équipe soi-disant forte qui se déplace sur le terrain d'un adversaire plus faible. Puis là, il y a différents éléments très CONCACAF qui font en sorte que ça va peut-être être plus compliqué finalement. Mais le sérieux du Canada après l'expulsion du côté du Curaçao, ça n'a pas pris de temps. Ça a pris 5 minutes avant qu'on marque le deuxième but puis qu'on se mette à l'abri. Donc, dans cette optique-là, je pense que c'était un déplacement qui était franchement très fructueux. Et moi, au niveau des individualités, j'ai l'impression que ça a peut-être permis ce match-là à certains joueurs de confirmer ou de retrouver une certaine confiance. On avait parlé la semaine passée, un Jonathan David qui connaît une saison exceptionnelle, mais qui n'avait pas connu une grande Coupe du Monde. Là, finalement, un but, une passe décisive. Et on va le nommer, Simon, notre ami affectateur, me posait plein de questions en fin de semaine. Sa première question, c'était pourquoi on y va avec
l'équipe A, en quelque sorte, contre un adversaire comme Curaçao. Je vous dirai pas à quelle ville du Québec il a comparé ce pays-là, parce que ça serait plate pour les habitants de cette fameuse ville-là. Mais moi, j'ai dit, ben pourquoi pas? Ma vision aussi, c'est que on est en préparation vers la Gold Cup et des occasions de se préparer. Là, oui, c'est la Ligue des Nations, mais la réalité, c'est que l'objectif, c'est surtout la Gold Cup. Puis atteint. Oui, c'est ça. Ultimement, c'est ça. Là. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils sont allés chercher au Curaçao, c'est la qualification pour la Gold Cup, puis se mettre à l'abri pour le match contre le Honduras. Le match contre le Honduras, tu fais match nul. On fait quoi comme le Honduras? T'es correct, est-ce qu'on là. revient? Est-ce que le but, c'est continuer à développer puis de trouver notre aire d'aller en prévision de la Gold Cup, puis tu y vas encore avec un Alfonso Davies, avec un Jonathan David, avec un Kyle Larin? Moi, pour le contenu, je mettrais Atiba Hutchinson titulaire juste pour voir ta réaction lundi prochain. Oui, c'est ça, juste pour me faire fâcher. Je suis zen ce matin, fais-moi C'est pas ça. Non, mais est-ce qu'on y va avec les gros noms et l'équipe A? Moi, je pense que oui, qu'il faut justement avoir de la continuité. Et pour répondre à Simon, je pense que l'essentiel aussi, c'était bien entendu de gagner, d'avoir une performance collective aboutie face à un adversaire modeste, mais il fallait aussi redonner confiance à des joueurs comme Jonathan, qui, c'est vrai, n'ont pas connu une Coupe du Monde extraordinaire, mais là, de se relancer, de revenir justement sous ce maillot-là et voilà, d'être efficace offensivement, forcément, ça t'amène beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de légèreté à aborder un match qui sera un petit peu plus compliqué face au Honduras et relancer l'équipe de cette façon-là. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail d'Ismaël Koné, qui là, on lui a donné des grandes responsabilités. Ouais. Comment il a répondu? Présent, comme d'habitude. Moi, je trouve que pour moi, c'est le plus gros potentiel de cette équipe. Quand je parle de potentiel, bien entendu, il y a des joueurs qui sont déjà établis, etc. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème, on les respecte. Mais Ismaël a une marge de progression qui est juste phénoménale à mes yeux et il peut s'installer comme un leader à cette position-là, justement, au cœur du jeu, d'être le relais entre la défense et l'attaque. Je trouve c'est un joueur qui est très libéré, paradoxalement, entre la pression qu'il peut avoir en tant que jeune joueur, de dire qu'on doit compter sur toi, tu dois être justement ce joueur à responsabilité. Je le trouve très fin dans son jeu, libéré, relâché, et il laisse paraître que la pression glisse sur lui, en fait. Donc, je pense qu'il a une grosse marge de progression et qui doit avoir des exigences exceptionnelles à la hauteur de celles des joueurs comme Alfonso Davies ou Jonathan David. Oli, tu dis que le Honduras, dans le fond, on peut se contenter de nul ou on n'est pas obligé d'aller gagner ce match-là. Et John Herdman a parlé beaucoup de transition. Toi, quand tu regardes les joueurs qui ont été sélectionnés pour cette fenêtre-là, est-ce qu'il y a un joueur que tu aimerais qu'on profite de ce match-là pour le voir? Y a-t-il des joueurs que tu aimerais voir en action, voir ce qu'ils sont capables de faire? Voir ce qu'ils sont capables de faire. C'était moyennement une phrase, mais bref. Non, mais parce que John, il garde souvent les mêmes gars sur le banc. Oui. Non, mais est-ce que toi, il y en a un qui pique ta curiosité? Pour moi, regarde, contre Curaçao, comme l'a dit Asun, c'est un adversaire plus modeste. C'était peut-être là l'occasion de faire des expériences, mais je pense pas nécessairement que John Herdman avait le goût de faire des expériences non plus. Asun en a parlé. Il faut se rassurer un peu après cette Coupe du Monde-là, se replacer collectivement comme groupe, puis commencer à opérer cette transition-là. Pour moi, Ismaël Koné, c'est le premier rouage de cette transition-là. Puis là, contre le Honduras, tu veux un peu... Tu sais, c'est pas nécessairement... Tu veux gagner le groupe, là. Tu veux gagner le groupe, c'est pas le temps de faire des expériences. Par contre... Attends, dans les buts, ouais. tu as le temps de faire peut-être une expérience? Parce que Milan Borjan, on n'est pas une grande Coupe du Monde, il commence à vieillir. Ouais, c'est un peu ça le questionnement à la Coupe du Monde. C'est comme même s'il faisait pas la job, on le remplace par qui? En a-tu un capable de... Sinclair, est-ce qu'on ne devrait pas l'essayer, justement? Moi, je l'aurais essayé contre Curaçao, mais ça, c'est ça. pas... Tu sais, je trouve que là, le moment... S'il y a un changement devant les buts, je vais être très, très surpris, d'autant plus que défensivement, c'était assez hermétique contre Curaçao. Je pense que Borjan a fait un arrêt dans cette rencontre-là. Contre l'Honduras, ça va être autre chose complètement, c'est sûr. Mais... Tu sais, là, je pense que c'est le temps de regarder qu'est-ce qui a bien fonctionné contre Curaçao puis de voir si tu peux confirmer. Dans cette optique-là, on parle beaucoup de, Davies à gauche, mais pour moi, sur les flancs, l'homme du match, c'était Richie Laryea. Puis c'était pas particulièrement proche. Il était vraiment solide, Laryea. Au poste où est-ce qu'on essaye peut-être d'asseoir un Alistair Johnston comme titulaire indiscutable, Laryea a fait valoir ses arguments
donné une super passe décisive pour le premier but du Canada. Ouais. Il a été impliqué dans cette rencontre-là. Il a fait en sorte que ce côté-là du terrain soit à lui, avec une confiance puis juste une solidité. C'était irréprochable à mes yeux comme performance. Fait que de voir comment ça peut encore une fois s'articuler contre le Honduras, ça je suis curieux de voir. Puis s'il n'est pas sur le 11 partant, ben, je serais bien déçu. Puis Bojan, pardon, à partir du moment où on le met dans le groupe, c'est compliqué de le sortir et de le poser en remplaçant. J'ai l'impression que quand tu as un joueur de cette étoffe, de cette personnalité-là, c'est soit tu le prends avec le groupe et il joue, et tout le monde est d'accord, ou alors tu le prends plus du tout et tu passes complètement à autre chose. Donc une fois qu'on l'a pris, je pense qu'il doit jouer, il doit être dans cette continuité-là, et c'est compliqué pour l'entraîneur de se dire, bah écoute, je vais faire du changement pour du changement. Non, les gars veulent jouer aussi, et c'est légitime aussi. Donc, on verra les décisions de John Herdman pour ce match contre le Honduras qui aura lieu mardi soir. À surveiller dans ce match aussi, Romel Kyoto. Et on sait habituellement qu'est-ce qui arrive quand il joue avec le Honduras. Souvent, il revient blessé à Montréal. Donc, pour les partisans du CF Montréal, on se croise les doigts. Que ça se passe mieux cette fois-ci. Ali, tu as mentionné Alphonso Davies. C'est sorti hier, en fait, dans les médias un peu partout, espagnol, britannique, allemand. C'est une conversation, une entrevue, appelle ça comme tu veux, qu'Alphonso Davies a fait sur Twitch. Il jasait. Il jasait sur Twitch, il fait souvent ça. et là, ça sort, c'est viral, c'est la grosse affaire. Il dit que dans le fond, on sait qu'il a tout gagné avec le Bayern de Munich. C'est une superstar déjà, il est très jeune. Mais il dit qu'il est seul. Dans le fond, je suis un loser, je suis un perdant, j'ai juste 5 amis. Dans le fond, il dit, c'est vraiment pas drôle, mais c'est la façon qu'il dit. Il dit, je suis un loser populaire, malgré le fait que 5 millions d'abonnés sur Instagram, qui est riche, qui a la belle vie. Mais tu sais, quand même, je pense que ça fait réfléchir. C'est que lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que, bon, sa petite amie, qui n'est plus Jordan Huitema, n'habite pas avec lui, sa famille est loin. Sa vie tourne autour du football, mais un coup que l'entraînement est terminé, il dit, j'ai rien à faire, j'ai personne, puis je vis beaucoup de solitude en Allemagne. C'est Hassoun, c'est toi qui m'as envoyé ça hier, cet article-là. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu les déclarations d'Alphonso Davies? Bah, c'est vrai que c'est tout le paradoxe justement de vivre de sa passion, d'être un sportif de haut niveau qui joue au très haut niveau, qui gagne des millions d'euros, et d'arriver en même temps à donner l'impression au grand public de se plaindre et de ne pas être content des privilèges qu'on a. Mais ça, c'est le premier regard. Mais le deuxième regard, c'est que je m'inscris aussi dans ce qu'il a pu vivre, et de se dire que ça peut être extrêmement compliqué lorsqu'on est joueur. Et j'ai ressenti moi aussi des moments de solitude à mon échelle dans ma carrière. Mais ça va mieux depuis que tu nous connais, c'est ça. Heureusement que vous êtes là, exactement. Mais c'est vrai que c'est tout le paradoxe, oui. On s'entraîne le matin, on va à l'entraînement, on fait ce qu'on aime, on adore ça. Et puis tu rentres à midi, 13h, et puis t'es souvent isolé, tu vis à l'étranger, tu n'as pas forcément ta famille près de toi, tu n'as pas forcément tes amis près de toi aussi. Et c'est des moments difficiles. Vous serez très très surpris de voir le nombre de joueurs et le nombre d'athlètes de haut niveau qui font des dépressions, mais limite cachées en fait, où c'est difficile de se plaindre parce que, comme je l'ai dit en début, on a l'impression que tu vis la vie rêvée de tout un peuple, et c'est tout le paradoxe de se sentir très très seul, et de se sentir des fois totalement déprimé, même si on fait ce qu'on aime. Donc je comprends ce qu'il a voulu dire, et je sais que beaucoup d'athlètes de haut niveau vivent souvent des moments difficiles qu'on mésestime énormément. Ben non, mais regarde, ça témoigne des attentes qu'on a envers quelque personnalité que ce soit qui est dans la sphère publique. Parce que tu es dans la sphère publique, tu es supposé avoir une carapace, tu es supposé être Superman, Superwoman. Ouais, mais surtout, Alphonso Davies, c'est pas ça qui dégage normalement. Il a quand même développé un certain ego. Une joie de vivre aussi. Une joie de vivre, mais tu sais, il a l'air au-dessus de tout, un peu. Donc là, ça contraste un peu avec les propos qu'il a tenus en fin de semaine. Ouais, ben écoute, quand c'est la personnalité que tu essaies de créer en quelque sorte à travers les réseaux sociaux, tout ça, tu disais tantôt, là, il y a tant d'abonnés sur Twitch. OK. Mettons que Twitch a des problèmes financiers, puis demain matin, ils mettent la clé sous la porte. Qu'est-ce qui va lui rester à ce moment-là? Est-ce que c'est comme un pan de sa personnalité qui s'effondre? Est-ce qu'on est rendu là, ou est-ce que les médias sociaux sont tellement puissants que ça devient une partie de ta personnalité? Parce que c'est ça, Alphonso Davies. Quand il a été blessé pendant la campagne de qualification de la Coupe du Monde, c'était un événement de le suivre en train de suivre les matchs du Canada sur Twitch, puis on voyait sa réaction et tout ça.
Tu sais, faut faire attention à ça aussi. Là, quand justement, tu es dans la sphère publique, tu crées ta personnalité, il faut voir sur quoi tout ça repose aussi. Ouais. Puis quand tu regardes, tu sais, là, c'est Twitter qui est dans voyons, dans les gros titres parce que Elon Musk situe la valeur à la moitié de ce qu'il a payé pour. Tu sais. Qu'est-ce que ça dit sur l'avenir de cette plateforme-là? Les gens pour qui Twitter, c'est la vie. Donc, toi. Donc, moi, ça va mal, tu sais. Ouais. Ça va être quoi ma personnalité quand ça va terminer, tout ça va se C'est ce qu'on terminer. se demande, honnêtement. Mais tu sais, cette proximité-là avec les gens, Ouais. tu sais, ça fait en sorte que tu veux te montrer sous ton meilleur jour, puis il y a peut-être des trucs sur toi-même que tu caches, puis là, quand un truc comme ça arrive, ben là, tout le monde est comme super pris de court, puis faut faire attention à ce qu'on demande des athlètes, là, ouais. puis des gens qui sont dans la sphère publique. Puis tu joues devant des millions de personnes à la télé, des stades qui sont pleins, tu rayonnes sur un terrain de football, tu as l'impression qu'il y a énormément de monde avec toi. Puis le paradoxe, c'est que tu es jugé constamment. Lorsque tu fais une mauvaise prestation, tu rentres à la maison et que tu es tout seul, c'est difficile aussi. Et je pense que c'est tout cet équilibre-là pour les joueurs de haut niveau, pour un joueur comme Alphonso Davies, qui peuvent être compliqués. Et trouver la balance, comme tu l'as dit, avec les réseaux sociaux aussi. Ah oui. T'as personne quand tu rentres à la maison pour te dire, ben non, regarde pas Twitter. Ouais. Tu vas juste te faire du mal. Exactement. Lui, il a été sous les feux de la rampe rapidement. Au-delà du terrain, c'est devenu une méga star. Exact. Ouais. Rapidement à cause de son charisme, à cause de son histoire d'amour, à cause de plein d'affaires. Donc, le contrat, c'est difficile à gérer, on dirait, pour lui. Mais faisons une petite parenthèse. C'est une autre conversation que j'avais en fin de semaine. Alphonso Davies, il va arriver quoi avec lui? Puis moi, je disais, bon, quand même que l'entraîneur change avec le Bayern de Munich, Alphonso Davies, je me dis, il restera pas longtemps. Tu sais, je me dis, il va vouloir aller dans l'une des plus grandes ligues au monde. Ou je sais pas. Comme l'Allemagne. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, est-ce que vous pensez pas qu'il y a des rumeurs potentiellement au Real Madrid? Est-ce que vous le voyez rester là à long terme? Il me semble qu'à un moment donné, il va falloir qu'il... Parce que je sais que le Bayern de Munich, c'est prestigieux, mais la Ligue en tant que telle... Ah oui, mais ton ami Franck Ribéry a fait une belle carrière au Bayern de Munich. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va quand même pas rester 10 ans avec le Bayern de Munich. Il pourrait. Au Bayern, c'est réglé. Ouais. Mais en plus, avec sa personnalité, ça fitterait tellement un Real Madrid. Non, c'est sûr que pour moi, le seul club où tu pars du Bayern de Munich, c'est le Real Madrid. Je veux dire, quand tu es au Bayern de Munich, tu es dans une institution exceptionnelle qui te permet justement, c'est un des clubs qui te permet de rayonner sur du très long terme. Ils l'ont prouvé à travers des joueurs extraordinaires, Ribéry. Ça a été le cas pour un autre latéral gauche qui est Lizarazu. Tu sais, des joueurs emblématiques qui restent longtemps et qui peuvent s'exprimer au mieux. Moi, franchement, en tant que joueur, si tu es joueur du Bayern de Munich, tu pars nulle part d'autre qu'au Real, peut-être Barcelone, peut-être géant de la Premier League. Et même là, il y a la match. personnalité, l'ego d'Alphonso Davies, me semble que je le verrais vouloir plus dans aller... un star system. Ouais, dans le star system. On vient juste de parler de ça en plus. Là, non, mais Christine, il est tout là, seul. t'écoutes pas, là. Non, mais tant qu'à être tout seul, il serait mieux dans un club qui est plus star system. Ben oui, mais t'es tout seul à Madrid ou t'es tout seul à Munich, t'es tout seul. Mais ça, là. c'est votre opinion. Je vous demande qu'est-ce que tu penses que lui va faire. Moi, Toi, tu penses qu'il va rester là longtemps? Franchement, j'espère pour lui. Il a tout pour rester. Il y a eu des changements. C'est vrai au Bayern de Munich, mais l'institution est tellement belle et grande qu'elle te permet de continuer à progresser aussi. Je pense que Tuchel est un pas pire fit aussi pour lui. Exact. Comme entraîneur. Donc, non, le Bayern, c'est un club exceptionnel. Je vois vraiment, s'il devait partir, vraiment, ce serait pour... Le Barça est un peu éliminé financièrement de la course au recrutement, mais oui, tu partirais qu'au Real Madrid, sincèrement. Liverpool, peut-être. Ben, c'est ça. S'il devait partir, moi je verrais un très bon œil qui continue au Bayern. Oui. Si le Bayern se qualifie pour la Champions League, pas être cynique. Mais sinon, est-ce que tu t'en vas en Premier League, te rapprocher peut-être un tout petit peu plus c'est niaiseux, mais du monde anglophone un peu, de cette culture-là, où c'est plus difficile avec suivre la Bundesliga, c'est moins facile que suivre la Premier League. La Premier League, c'est là, tu as juste à le cueillir comme un fruit mûr. Fait que, OK, j'ai compris, mais de toute façon, je pense Newcastle serait pas pire. On peut encore, évidemment. Paris, on peut s'entendre que Jonathan David va changer de club avant Alphonso Davies. Alphonso Davies, Matt Target, je sais pas. Là, c'est tes souhaits. Personnellement, toi, tu souhaites voir tout le monde à Newcastle. Non, je fais de l'analyse. Tu me demandes, est-ce que Alphonso Davies est un meilleur latéral gauche que Matt Target ou Dan Burn? Je te dis oui. D'accord. Hey, on fait une petite pause cette semaine du CF Montréal parce que, bon, il n'y a pas de match avant la fin de semaine prochaine. Je viens de le dire, là.
Mais il y a quand même eu des matchs dans MLS. Juste une très petite parenthèse. Qui a marqué le but gagnant pour le Fire de Chicago dans les arrêts de jeu? Kai Kamara. Ouais, c'était rigolo, ça. Non, mais ça n'a pas d'allure. Il n'est pas arrêtable. Donc, ça fait 10 équipes dans la MLS pour qui il marque. Ouais, non, Un record, c'est comme... Il réussit quand même tout le temps à tirer son épingle du jeu. Comment t'expliques? En plus, il arrive... Là, tu vois sa personnalité. Il a du fun avec ses nouveaux coéquipiers. Ça n'a pas été long, il s'est adapté. Il n'y en a pas de problème, lui. Il y avait du fun avec ses anciens coéquipiers jusqu'à temps que aussi. ça marche plus. Dans le fond, ça marche pas avec les dirigeants, mais ça marche avec ses coéquipiers. C'est ça. Non, c'est exceptionnel. Il faut le souligner parce que ce qu'il arrive à faire à chaque fois, à se renouveler et à renaître de ses cendres, j'ai envie de dire, à chaque fois à prouver qu'il est là. C'est juste incroyable. Tu vois la course qu'il fait sur cette dernière action. Tu le vois en comparaison avec Yedlin en plus, qui est supposé être le latéral de Newcastle. C'est super. Un ancien de Sunderland. Aussi, mais c'est super rapide, etc. Et tu vois la comparaison. Il lui prend 10 mètres en fait. Tu vois, il prend 10 mètres à 38 ans. Tu te dis, mais c'est incroyable. Ouais. Et de finir de cette façon-là, d'arriver à être décisif et de. Voilà, et d'aimer le football en fait. Il aime le football, il aime être là, il veut continuer malgré l'âge, etc. Moi, je trouve ça vraiment beau. Surtout devant mes pains au chocolat, le regarder courir encore. Je fais la comparaison, mais je dis, Kai, franchement, bravo, parce qu'il faut du courage, il faut de l'envie, il faut vouloir aller à l'entraînement tous les matins et se challenger à cet âge-là. Franchement, bravo à lui. Vraiment. Quand on veut, on peut. Je suis sûre à ça. Ouais. Si tu veux, tu peux. Là. Non, je veux pas. Je veux manger. OK. Je veux manger. Oui. T'allais-tu dire quelque chose? Je veux dire, tu parles d'anciens Montréalais. Je m'attendais à ce que tu arrives avec une brique et un fanal avec la victoire de Columbus contre Atlanta, mais bon. Oui, mais j'essaie de passer à un autre appel. Vas-y, qu'est-ce que tu veux passer à un autre appel. C'est vrai toi que qui parles de Kai Kamara. Non, c'est beau. Ben, bravo à Wilfried Nancy. Ouais. On est content pour lui. Et tout son staff aussi, un staff français aussi, Johan, etc. Franchement, c'est à nous ça, c'est notre staff. Et je pense qu'il faut prendre crédit de ça et leur dire bravo parce qu'ils font un super. Il y a un premier match compliqué, mais depuis ils sont bien ressaisis. Et c'est juste fabuleux ce qu'il arrive à faire et à prouver aussi. Donc. Parce que tu sais, Hernan Losada, moi je lui donne, je donne sa chance. Je le connais pas nécessairement, je le découvre présentement comme un peu tout le monde, puis j'ai rien de négatif nécessairement à dire envers lui, mais je pense que je suis pas encore j'ai pas encore digéré ou je suis pas encore guéri. Ça me fait encore bizarre de voir Wilfried Nancy à côté du banc à Columbus. Ouais. Je suis en processus de deuil, je présume, comme bien les fans du CF Montréal. Ouais. Voilà. Donc bravo Wilfried Nancy, on est content pour toi. Les gars, je ne reconnais plus mon FC Barcelone. Il faut malheureusement en parler. Viens à Madrid. Son FC Barcelone. Quand j'étais jeune, oui, c'était mon club. C'était mon club à cause de Lionel Messi. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai plus bien d'intérêt à regarder ce club jouer là. Donc son club, c'est Paris Saint-Germain, c'est ça qu'elle vient de dire. Ça s'en vient doucement. Kylian Mbappé. Bientôt l'Inter Miami. Kylian Mbappé. Il est en train de me corrompre. Donc, vous en avez sûrement entendu parler. Le FC Barcelone et certains dirigeants qui ont été inculpés le 10 mars dernier par la justice espagnole, corruption, abus de confiance. C'est l'histoire de Negreira. Dans le fond, on aurait versé combien? 7,3 millions d'euros au boss des arbitres, en quelque sorte. Il y a eu des histoires de corruption, mais là, ça monte à un autre niveau. L'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête la semaine dernière. C'est bien parce que la Ligue ne peut pas enquêter là-dessus, parce qu'il y a l'équivalent sportif de l'arrêt Jordan qui fait en sorte qu'après 3 ans, tu peux plus enquêter d'un point de vue sportif là-dessus. C'est ça. Là, le FC Barcelone dit non, on n'a pas d'irrégularité. On a payé pour juste avoir des consultations. Des conseils, des consultations. On peut commencer par écouter le président de la Liga, Javier Tebas, qui lui dit que il est sous le choc en quelque sorte. On va voir qu'est-ce qu'il dit, puis on s'en parle après. Sí que me quita el sueño porque yo creo que es el tema más grave de reputacional y de integridad de la competición que nos ha pasado en la historia del fútbol, ¿no? Yo creo que eso me tiene que quitar el sueño y me lo quita. Y me quita todo lo que viene también, ¿no? De cómo tenemos que encarar la situación a nivel reputacional, a nivel jurídico, a nivel deportivo, a nivel todo, porque, insisto, es el tema más grave que ha pasado en la historia del fútbol español de integridad, ¿no? Por la importancia del club, la importancia de la competición, de la categoría, donde los pagos a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 18 años, por lo tanto, no duermo bien.
Donc, il dit c'est le problème d'intégrité le plus grave qui s'est produit dans l'histoire du football espagnol. C'est fort ce qu'il dit, mais d'un côté, c'est comme si, mon Dieu, il a l'air comme sous le choc, je n'en reviens pas. Tu sais, je veux dire, vous et moi, sommes-nous surpris, malheureusement, qu'un tel scandale éclate dans le monde du football, point, dans le monde du football espagnol? Lui, c'est comme si, mon Dieu, il tombe des nues puis il n'en revient pas. Tebas aurait peut-être juste souhaité que ça arrive ailleurs qu'en Espagne. En Ouais, France, c'est ça. Paris Saint-Germain. Entre autres. Non, mais c'est incroyable en fait. Ouais. C'est incroyable. Moi non plus, j'en reviens pas en tant que partisan du Real Madrid. C'est dit. Ouais, c'est dit. Pourquoi je dis ça? Parce que à une certaine époque, avec des amis, avec des amateurs de football, on regardait justement énormément la Ligue espagnole, le Real Madrid, Contre FC, ouais. contre le Barça. Mhm. Le Real Madrid perdait tout le temps sur des situations qui étaient extrêmement litigieuses. On parlait énormément de pénaltys qui venaient de nulle part. On avait l'impression que c'était mais comment c'est possible en fait? Et puis il y avait des discussions. Ah, mais les arbitres trichent. La réponse directe des partisans du Barça, c'est bon, t'es un complotiste, arrête de croire que l'arbitre peut être corrompu, etc. Ça peut pas exister. Donc quand tu ramènes ces discussions à aujourd'hui, ou l'inverse, j'ai envie de dire que bah, tu te rends compte que oui, c'est possible en fait. Ouais. C'est possible de corrompre des arbitres, c'est possible d'acheter des matchs tout simplement, d'acheter des pénaltys, de faire en sorte que bah oui, ton équipe gagne grâce à l'arbitre. Et moi je trouve ça extrêmement grave, je trouve que c'est un dossier qui est mésestimé, enfin on en parle pas mal, mais je pense que c'est encore plus grave qu'on ne le croit peut-être. J'ai envie de voir, j'ai envie qu'on aille au bout en fait. Est-ce qu'il y a eu de la corruption aussi en Ligue des Champions? Est-ce que le fait que le Paris Saint-Germain se prenne une remontada historique face au Barça, est-ce qu'il y a une influence aussi des arbitres dans ce sens-là? Je veux dire, la question est légitime. On doit se la poser. On doit avoir le droit d'aller au bout justement de cet audit-là et de se dire que bah, les erreurs manifestes qui ont été reconnues d'ailleurs par les arbitres. On a reconnu 2 arbitres manifestes face au Paris Saint-Germain. J'ai envie qu'on aille au bout. Est-ce que le Barça a concrètement été, de façon officielle, aidé par les arbitres? Je veux le savoir et je veux qu'on puisse réparer ça. S'il doit y avoir réparation. Je pense que le Real Madrid va se porter partie civile aussi dans ce dossier-là. Et oui, j'ai l'impression qu'on a été volé pendant 20 ans d'usurpation. C'est pas la première histoire de ce genre de corruption dans le monde du football, des arbitres qui ont été payés. Mais là, qu'est-ce qui frappe, c'est en Liga, mais c'est aussi le prestige du club ciblé. Oui. Là, c'est le FC Barcelone. Là, j'ai l'impression que si on avait voulu pendant longtemps peut-être faire changer des choses ou enrayer cette problématique-là, mais là, présentement, ça vient un peu de changer la donne. Avec de la meilleure équipe de l'histoire aussi. Ben, c'est quelque chose. C'est incroyable. Olivier, il dit rien. Écoute, Non, mais moi, je peux te demander, c'est quoi? Là, on fait quoi? Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Sur le plan sportif, on peut pas, il n'y aura pas de sanctions La Liga peut rien, en Espagne et tout. Sauf que La Liga là, peut pas enlever des points, c'est peut pas ça. faire. Non, ils peuvent rien faire, mais tu vois, Ça, Javier Tebas, justement, je veux dire, il pourrait prendre un principe de précaution et dire, bah, on va attendre que l'enquête aboutisse avant de s'exprimer, etc. Eh non, il y va, là. Il dit, c'est chaud, là, ce que je vois, c'est vraiment chaud. Donc, tu te rends compte, justement, de la gravité et tu as l'impression que oui, il y a des choses qui se sont passées, là, concrètement. Il n'y a aucune retenue. Exclusion des Coupes d'Europe la saison prochaine. Ouais, ça c'est tout dans la cour de l'UEFA. Mais tu regardes simplement en Espagne, c'est très football espagnol, tout ce qui se passe en ce moment. Javier Tebas qui a aucune retenue. un gars qui, en plus, a déjà reconnu publiquement qu'il avait été, quand il était plus jeune, supporter du Real Madrid, qui est une cible des partisans du Barça depuis des années et des années. C'est ça. Si c'était le Real Madrid qui était ciblé, est-ce qu'il y aurait le même discours? On est dans, c'est ce que les supporters du Barça avancent, justement. C'est ce que tu avances. Mais c'est le propre de ce pays-là. Il n'y a aucune ligue de soccer au monde qui est aussi qui donne autant l'impression d'être une joute politique que la Ligue d'Espagne. C'est hallucinant. Les journaux qui sont partisans
Marca et As du côté de Madrid, Sport, El Mundo Deportivo à Barcelone. Puis on parle même pas des journaux en Andalousie, tout ça. Ouais. Les médias ont leur parti pris qui est essentiellement assumé. C'est fou. Un joueur du Barça, Gérard Piqué, qui peut avoir des intérêts dans la ligue, qui peut avoir une boîte d'agents qui pourrait représenter d'autres joueurs, etc. Tu te dis, des clubs qui ont la sanction royale, tu sais, c'est ça, plein de trucs comme ça, c'est perméabilisé. C'est incroyable. C'est plus profond, puis oui, c'est football, tu dis c'est football espagnol, mais malheureusement, c'est un problème qui est répandu un peu dans d'autres clubs. Entre eux, ça me dérange pas, si tu veux. Tu vois, je te parle de la soupe espagnole. Moi, ce qui me dérange, c'est que le PSG ait pris une remontada 6-1. On a repris 6 buts à Barcelone. Est-ce qu'il y a un problème sur ce match-là? Donc toi, là, tu penses que tout est blanc comme neige dans ton c'est là, PSG, c'est là où je vais. Entre Espagnols, réglez vos comptes, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a été volé au PSG? C'est ce qu'on veut savoir. Malheureusement ou heureusement pour toi, l'enquête, c'est à l'échelon UEFA que ça va se passer. On arrive, c'est ce qu'on veut voir. Oui, mais mettons qu'il découvre d'autres choses en même temps. C'est ça l'affaire. T'as pas peur, Hassoun, si finalement tu te dis tu veux savoir si PSG a été volé, mais finalement, s'il trouve que il y a eu des choses croches aussi de. Ouais, mais si les deux clubs, si les deux clubs sont croches, l'intégrité de la compétition est respectée. Je veux dire, croche contre croche. Ils sont even, c'est vrai. On égalise. Lui, il est comme, mais non, mon PSG, blanc comme ils sont parfaits. Exact. Non, mais on en rigole, mais vraiment, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Et puis, je pense qu'il faut vraiment aller au bout de cette enquête-là et permettre aux partisans de se dire que lorsqu'on regarde un match à la télé, on est sûr à 100% qu'il n'y ait pas justement de magouille derrière et que toutes les institutions nous permettent d'avoir une intégrité totale. Mais ça ne l'est pas aujourd'hui. Moi, ce qui me fait peur, c'est si l'UEFA, justement, mène son enquête jusqu'à sa fin, conclut que Barcelone a été coupable de corruption, des arbitres et tout ça, on finira jamais d'entendre Mourinho nous dire « j'avais raison ». Ça m'énerve parce qu'il va nous casser les oreilles jusqu'à sa mort. Ça va être vraiment désagréable. Et il aura le droit, et d'autant plus, j'en rajoute un d'ailleurs qui a joué avec nous, Didier Drogba, qui était connu par son disgrace. Je veux dire, il aurait peut-être raison. En fait, 20 ans après, on pourrait se dire que le Barça-Chelsea, où Iniesta nous met ce but à la dernière minute à Chelsea. Chelsea, c'est ton non, mais c'est bien difficile. C'est difficile à suivre. Non, il met ce but justement face à Chelsea. On voit, franchement, il y a peut-être trois pénaltys. Sincèrement, il y a 3 pénaltys dans ce match qui peuvent être sifflés, dont la main sur la frappe de Ballack qui est contrée de cette façon-là. Et on laisse jouer de façon incroyable. On ne comprend même pas comment le Barça peut être qualifié. Et Didier fait sa crise à la fin et qui est une crise légitime. Tu te dis, mais c'est possible que ça soit légitime en fait et que ça soit vrai. Et c'est là où je dis qu'on a intérêt, vraiment, on a intérêt à aller au bout de cette enquête-là et de voir si, écoute, il y a eu des corruptions qui ont dépassé le cadre de la Liga. Mais si tu vas jusqu'au bout de l'enquête, puis là tu te rends compte que le FC Barcelone a fait des choses croches, mais là, t'arrêtes ça là? Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que tu creuses davantage dans le monde du football? Parce que moi, ce que je dis, c'est que je défends pas. Il faut fermer les yeux? Non, pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression que c'est juste la pointe de l'iceberg, dans le sens où là, c'est une situation qui est probablement survenue avec le FC Barcelone, mais qui aurait pu se passer ailleurs. Non, mais c'est pas les seuls croches, là. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que je pense que le monde du football, malheureusement, est encore... Je sais pas. Encore quoi? Encore croche. Quoi? Je non? sais pas. Voyons, c'est impossible. Ah, mais là, vous pensez, vous, que le seul endroit où il y a de la corruption dans les grandes ligues et les grandes équipes, c'est juste là? Ah, c'est sûr et certain, voyons. Assoun, il veut juste pas qu'on aille creuser dans son à Paris, laissons Paris tranquille. Mais là, bon, il y a des rumeurs où des fois, on sait que c'est la fin du contrat, justement, de Messi avec le Paris Saint-Germain. Il y en a qui disent, est-ce qu'il va retourner au FC Barcelone pour clore sa carrière? Là, on dirait que ça devient comme plus la priorité ou ça devient, avec ce qui se passe, on se dit, est-ce que c'est vraiment possible? J'en doute. Mais là, il y a des nouvelles rumeurs, entre autres ce matin, qui sortent sur le web, qui dit que la MLS pourrait... toutes les équipes de la MLS pourraient s'entendre conjointement pour... cotiser pour faire venir faire Messi. Mais après, il choisirait où est-ce qu'il veut aller, c'est-à-dire Miami. Colorado. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que vous y croyez à cette possibilité-là? En même temps, toutes les équipes seraient gagnantes parce que tous les stades automatiquement seraient pleins. Les équipes seraient gagnantes et écoute, vu le système que met en place la MLS, je serais pas surpris moi qu'on trouve un peu ce qu'on avait fait avec David Beckham à l'époque.
de changer les règles pour faire en sorte de bouger un petit peu le salary cap et de faire de la place là où on en a besoin. Ramener Messi de cette façon-là, je pense que ce serait une plus-value pour tout le monde. Ouais. Je veux dire, c'est une ligue fermée avec des franchises qui profiteront justement de cette exposition-là qui serait juste extraordinaire d'avoir Lionel Messi en MLS. Ce serait peut-être la plus grande pub juste après celle de Cristiano Ronaldo si on avait pu l'avoir. Pardon. Mais hormis ça, je pense vraiment que voilà, Messi c'est un personnage extraordinaire qui permettrait ce rayonnement-là. Et je ne serais pas surpris, moi, de voir la Ligue s'asseoir et trouver une solution, si ça devait être celle-là, la passer de cette façon-là pour avoir un Messi dans la Ligue. Ouais. Tu crois pas? Ali est trop pas- puriste pour ça. Là. C'est pas une question d'être puriste. C'est à un moment donné, qu'est-ce que t'es? Est-ce que t'es une entreprise qui Oui. met en... Oui. Mais c'est juste ça, ça C'est fait pas la partie fin de ta du business. question. Est-ce que t'es juste une entreprise qui met en marché un produit sportif? Est-ce que tu es une ligue ou est-ce qu'il y a une compétition avec une certaine intégrité? Je veux dire, si Mais ça, c'est tous ton les principe. clubs... Tu peux pas si dire tous non à les- Messi. Franchement, ouais, je suis d'accord avec toi, Christine. Ça crée un précédent qui est étrange un peu, là. Mais ce serait valable. Tu sais? Ton analyse, je la partage à 1000%, excepté pour Messi. Sauf Messi représente bien plus. Messi, c'est un peu le Pelé un petit peu des temps modernes. Je veux bien, Et c'est- mais et à c'est- l'époque, je veux dire, c'est le Cosmos qui a allongé les sous, c'est pas... Oui, mais Messi, Dans un autre, Messi ouais. je veux dire, tu rentres dans une galaxie d'exposition extraordinaire au niveau médiatique. Je veux dire, tout le monde regarderait les matchs de la MLS aujourd'hui là. Et s'il y a un joueur qui répond, enfin 2 joueurs, avec Cristiano, J'achèterais ma répondent. MLS Season Pass. Là, mais vraiment. Et là je- j'achèterais. Et je pense que s'il y a un joueur qui peut t'amener ce rayonnement aujourd'hui, et le Paris Saint-Germain ne s'y est pas trompé, c'est Lionel Messi. Il n'y a que lui aujourd'hui qui peut amener une exposition aussi haute, aussi exceptionnelle. Ouais, mais c'est Et- pas Rennes qui paye 20% de son salaire. Non, mais t'es en MLS. Non, Bah, 5%, pardon. D'une Mhm. certaine Tu sais, façon, oui. Ben oui, D'une certaine façon, oui, avec les droits TV, avec beIN Sport qui appartient au Qatar, il faut le rappeler aussi, qui avec les droits télé enrichit les clubs d'une autre façon. Je veux dire, pour moi, c'est le même système qu'on a en France. Je veux dire, le PSG appartient au Qatar. La chaîne qui diffuse globalement aussi les matchs du Paris Saint-Germain, c'est beIN Sport. beIN Sport donne de l'argent à chaque club et chaque club, il gagne dans la redistribution. Donc, c'est un autre système qu'on a en MLS et je pense vraiment que ce serait une stratégie, mais vraiment gagnante pour tout le monde, exceptionnelle, Ouais. et qui permettrait à monsieur tout le monde, à tous les amateurs de soccer, de se... Je pense que Apple serait gagnant aussi d'avoir Ben justement oui, ce type de collaboration, exactement. ce serait exceptionnel. Exactement. Fait que c'est pour ça que moi, à mes yeux, si tu veux une stratégie centralisée pour amener Lionel Messi dans Ce ton serait à championnat, Apple de le faire. faut que ça vienne d'Apple, faut que ça vienne du club et d'Apple ou de la ligue. Ils y C'est seront. pas, Ils y seront. c'est pas aux Rapids du Colorado de payer pour que Messi s'en vienne ici. C'est aux diffuseurs, c'est à la ligue, c'est au club. C'est pas. Mais la réalité, c'est pas aux autres organisations. Pensez-vous que Joey Saputo, il serait content qu'on lui demande de payer 5% du frais de transfert de Messi, peu importe? il va le faire, son stade Saputo, il va être plein à craquer. Ben oui, mais si tu fais ça, mettons que. Mettons ton match la semaine passée là, Ouais. au stade olympique, là, t'as 64 000 Ouais, mais ça, personnes. mais ça, c'est un match. Mettons Lionel Messi dans un stade à 19 000 personnes, c'est la différence entre 17 et 19 000. Est-ce que le rendement sur l'investissement est si fort que ça pour avoir 2 000 personnes de plus dans ton stade? Oui, mais je veux dire, la MLS a pris le parti d'avoir une présentation globale aujourd'hui avec Apple, avec un regroupement stratégique qui permet à cette plateforme justement de regrouper toutes les équipes. Je pense vraiment qu'en termes d'abonnement, en termes de retombées économiques derrière, on a vu justement chaque équipe gagner plus d'argent annuellement grâce à cette entente-là. Je veux dire, sur des années, c'est des choses qui vont être vraiment intéressantes sur le plan financier. Et je peux te dire, pour l'avoir vécu, on a joué au stade olympique avec... Écoute, on jouait devant 25 000 personnes habituellement. On a joué au stade olympique avec un David Beckham qui s'est présenté face à nous au stade olympique. C'était, je Qui veux dire, vous a mis un coup franc dans le lucarne? oui, j'ai passé juste au-dessus de ma... J'étais pas assez grand encore. Bref, arrête de me traumatiser. C'était un grand moment. C'est ça. Mais pour te dire que oui, c'était exceptionnel de voir cette ambiance-là, de voir l'engouement qu'il y avait, de voir des gens qui n'étaient pas forcément fans du CF Montréal à l'instant T venir pour David Beckham Ben et oui, d'avoir ça, un résidu derrière de partisans qui restent aussi par la suite et qui te parlent encore de ce match-là. Donc, c'est des joueurs qui t'amènent cette plus-value-là. T'imagines Beckham
ce que ça a été, mais imagine ce que ça va être avec Lionel Messi. Moi, je trouve que c'est... Mm. Il faut trouver une entente, une façon de le faire. C'est pour ça que je te dis, et j'insiste là-dessus, ça peut pas venir des autres clubs de cette ligue-là. Ça n'a aucun bon sens. À un moment donné, c'est parce que il y a tellement de zones grises qui vont être créées avec ça. Tu sais, si, comme club qui n'est pas l'Inter Miami, tu as financé l'avenue de Messi à l'Inter Miami, puis là, l'Inter Miami vend ils ne vendront pas 100 millions de maillots, mais là, ils vendent 100 millions de maillots. Ben là, comme club qui a financé l'avenue de Messi, à combien de pourcents du maillot est-ce que toi, tu as négocié, tout s'arrange. Ben oui, mais tu penses que l'Inter Miami, ça va leur faire plaisir de laisser un 4% à Colorado, puis un 4% à Salt Lake, puis un 4% à Toronto, puis un 4%. Oui, parce que ça fait partie d'un moment donné. Mais quelle est la bonne... C'est quoi la bonne stratégie? Je ne sais dangereux. pas. Moi, je suis d'accord avec Gaston que Messi, il faut que tu essayes de le faire venir, peu importe. Mais il faut le faire venir. Mais puis je suis prête à tout, puis je pense que le propriétaire embarquerait. Mais en même temps, je me fais l'avocat du diable. Puis là, je pensais à ça. Tu sais, on dit, puis ça, je suis quand même convaincue que ça me permettrait à la MLS de prendre un step, tu sais, d'avoir une meilleure notoriété, visibilité et tout. Mais, là, dans ma tête, je me dis, est-ce que la Ligue d'Arabie Saoudite, soudainement, a gagné en visibilité et en notoriété? Oui. Même 100%. OK, mais peut-être que toi, tu es abonné direct au compte privé de Ronaldo, que juste sa blonde et ses enfants, et toi dessus. Mais est-ce que tu entends parler de Ronaldo tant que ça, présentement? On le voit plus. Est-ce que tu regardes des matchs davantage que tu dis ça y amènerait des nouveaux abonnés? RMC, peut-être parce que je suis oui, parce que en tant que Français, je regarde peut-être plus ce qui se passe en France, mais c'est vrai que écoute, il y a des chaînes françaises qui ont acheté les droits. Je pense que c'est la première année où Ronaldo est là-bas et les retombées, on les verra aussi sûrement l'année prochaine. Le championnat d'Arabie Saoudite, personne n'y pensait ou prêtait attention. Aujourd'hui, on sait que Cristiano est là-bas et qu'il y a la volonté de développer justement le soccer là-bas. Mais je pense qu'au Portugal, ils regardent les matchs présentement. Mais je pense que oui. Et je veux pas qu'on tombe dans le piège justement parce que j'imagine que quand tu dis ça, c'est pour faire la comparaison avec un Messi en MLS. Non, mais je me dis à quel point, parce que c'était mon argument au départ de dire la MLS va gagner en notoriété, en popularité à l'échelle mondiale si Messi vient. Oui, 100%. C'était un peu la réflexion aussi qu'on avait quand Ronaldo a annoncé qu'il s'en allait là. Puis je me rends compte que j'en parle plus tant que ça de Ronaldo, sauf quand tu nous forces à en parler des fois. Mais est-ce que j'ai regardé un seul match? Regarde, Messi, le dernier match qu'il a fait avec l'Argentine, je veux dire, la ferveur populaire, c'était incroyable. Je veux dire, tu le vois même avec Ronaldo, mais je suis fan de Ronaldo, tu vois pas ça. Messi, ce qu'il représente dans le monde du foot, c'est juste exceptionnel et c'est tout le paradoxe qu'il y a avec le Paris Saint-Germain où il est un peu chahuté à cause de la situation spécifique qui est au Paris Saint-Germain. Mais Messi, c'est le seul joueur où dans n'importe quel pays, je veux dire, c'est Messi, quoi. Je pense que c'est le joueur qui permettrait justement d'avoir un rayonnement non seulement sportif, parce qu'il a envie de jouer, il a envie de se prouver des choses, mais aussi en termes de football. En Argentine, on va regarder des matchs en Amérique du Nord. C'est du jamais vu, je veux dire. Jamais tu l'imaginerais ailleurs. Il n'y a que Messi qui peut te permettre ça. Et de voir toute la ferveur populaire, les moments magiques qu'on a vus la semaine dernière, c'est incroyable. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et je pense vraiment qu'il peut. Il n'y a pas une télé en Argentine qui, là, soudainement, à la dernière seconde, est obligé de faire des pieds et des mains pour acquérir les droits de la MLS. Ouais. N'importe quel Argentin qui a Apple TV+, peut regarder les matchs. La stratégie serait exceptionnelle. Vraiment, ce serait magnifique. Vraiment, en tant que fan de foot, on se croise les doigts quand même. Peu importe quelle sera la stratégie choisie, ça changerait vraiment la donne d'avoir Messi ici. Il le faut, vraiment. Parlant de grands joueurs, la semaine passée, on s'est amusé à parler d'Erling Haaland et de ses 5 buts en un match. Ouais, c'était pas assez. C'était pas assez, mais là, on s'est amusé un peu à demander à vos fans. Je veux vous entendre là-dessus. Erling Haaland est l'attaquant le plus dominant depuis. Et là, complétez la phrase. Là, il y en a qui disent depuis Mbappé, mais là, c'est parce qu'Mbappé est pas mal. La semaine passée. Il est pas mal encore là. Et là, toi, Oli, je sais que il y a beaucoup de tes amis, parce qu'il y en a beaucoup qui ont écrit des blagues. Des niaiseries. Des niaiseries. Il y en a qui disent Zlatan. On parle... on parlait de taille, tu as parlé de grandeur de joueurs, donc oui, mais on doit meilleur parler de attaquant depuis...
Est-ce que vous mettez vraiment Zlatan et Erling Haaland dans la même catégorie? Ben, c'est vrai que c'est difficile de comparer des attaquants en termes de profil. C'est un profil tellement atypique que dans quelle catégorie est-ce qu'on va le comparer à d'autres? Est-ce qu'un Erling Haaland dans ce profil-là a déjà existé dans le passé? Compliqué aussi. Donc moi, c'est plus dans ce sens-là qui m'impressionne en fait. C'est qu'il arrive à avoir des qualités physiques et de mobilité en même temps exceptionnelles et qui font de lui un joueur hors du commun. Moi, si tu me parles d'attaquant... l'attaquant qui m'a le plus marqué vraiment dans l'histoire du football, c'est R9, Ronaldo. C'est un joueur exceptionnel, fabuleux, qui a changé justement la façon de jouer sur le plan offensif. Il est dans sa propre stratosphère. C'est ça. Mais est-ce qu'on est capable de comparer un Haaland avec un Ronaldo? Est-ce que le fait que Haaland marque énormément de buts et beaucoup plus de buts que Ronaldo fait de lui un meilleur joueur que Ronaldo à son époque? C'est dur à dire. On ne dit pas est-ce qu'il est meilleur que Ronaldo? C'est dur à comparer, mais c'est clairement le joueur qui se démarque le plus peut-être depuis un Ronaldo. Il y en a qui disaient... Samuel parlait de Robert Lewandowski. Lewandowski, c'est que, il a été premièrement sous-estimé très souvent, boudé. Mais tu sais, est-ce qu'il était spectaculaire? Moi, c'est ça. Je comme pense Erling Haaland? Dans ces postes-là, franchement, les postes offensifs, surtout celui de numéro 9, c'est vraiment le rayonnement et un joueur qui doit te faire rêver, en fait. Et Lewandowski, il a toutes les qualités du monde. C'est un super attaquant. C'est un des meilleurs attaquants du monde dans les 10 dernières années. Mais je veux dire, il ne fait pas rêver. Voilà. Il ne fait pas rêver. Un instant. Haaland a marqué 5 buts en combien de minutes? Sur quel match, tu veux dire? Tu l'as dit en plus, il y en a sûrement marqué 7. Lewandowski en a mis 5 en 9 minutes un moment donné. C'est pas rêvé, ça? Oui, mais si tu faisais justement une comparaison ou un sondage populaire tout simplement entre les attaquants auprès du peuple, s'il devait comparer Lewandowski avec un Mbappé serait là et Lewandowski là. C'est beaucoup dans la personnalité, c'est ça, c'est la personnalité. C'est ça, un attaquant justement doit amener ce rayonnement-là, doit amener cette... le fait de faire rêver, de t'amener à rêver de gestes ou d'avoir une personnalité qui est hors du commun. Lewandowski, il est bien rangé, tout est clair, tout est clean, c'est propre, il n'y a rien à dire. Mais dans l'éclat, dans la... C'est ton choix, 5 buts en 9 minutes. Mais non, mais moi, ça me fait rêver, 5 buts en 9 minutes. Oui, c'est ton choix, toi, Olivier? C'était Wolfsburg. Puis, Pierre, City jouait contre qui exactement? Non, mais il l'a fait en Ligue des Champions. Je veux dire, en 8e de finale de Ligue des Champions. Bon, il y a Pierre Saint-Germain qui nous sort Luis Suarez. Ajax, 35 buts, Liverpool, 31, Barcelone, 40. Ouais. À Liverpool, il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver à Liverpool. C'était vraiment phénoménal. Chose qui est assez claire, c'est qu'Erling Haaland n'a pas fini. Il est encore très jeune. Il est excellent là, à savoir le jeu de qui est le plus grand, qui est le meilleur. Tu l'as exposé, puis je pense qu'on l'a tous déjà un peu dit ici sur ce plateau. Entre les époques, dire c'est lui le meilleur de tous les temps, non. C'est dur. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un attaquant spectaculaire. Oui, il y a Mbappé, oui, mais un attaquant spectaculaire avec un talent brut comme lui qui parvient à marquer autant de buts, c'est quand même rafraîchissant. Oui, non, vraiment, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, c'est juste incroyable. C'est nouveau encore, il pousse les records comme si de rien n'était. Il a plus de buts en Ligue des Champions que de matchs. Il a à peine, 22 ans? Je veux dire, comment tu fais? Comment tu fais? Je veux dire, c'est exceptionnel. Imagine qu'il y a 10 ans de Ligue des Champions encore. C'est ça, et on veut voir justement ces deux garçons, Mbappé et Haaland, voir où est-ce qu'ils vont justement amener le football, à quelle hauteur, parce que c'est juste, en termes de précocité, c'est juste exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire là, c'est incroyable. Et tout ça grâce au coaching de Jesse Marsh quand il était plus jeune. C'est ça. C'est parti de là. On démarre à saut à l'air, grosse équipe, ce soir on est chargé. Les gars va sont de bonne humeur, donc on casse la démarche seulement pour flamber. Je casse la démarche. Moi je suis venu m'ambiancer, on parle pas d'embrouille des fous. Il fait chaud dans le club, un four glaçon dans mon verre, je pense que tout est cool. Je casse la
Ça, c'est notre running gag. Début de saison, Devlin vient, un but, une passe, elle reprend là où elle a laissé. C'était le début de la saison en NWSL aussi, en fin de semaine. Si vous ne la connaissez pas, une fille qui sera à surveiller, c'est Alyssa Thompson. Ça a été le premier choix au dernier repêchage de la NWSL, repêché par Angel CTFC. C'est la fille de Los Angeles, elle vient de là. Ça lui a pris du temps, 11 minutes, pour marquer son premier but en carrière. Un super tir à l'extérieur de la surface de réparation. Donc, c'est un nom à surveiller. Et quand on regarde cette fille-là, j'allais dire Mallory Pugh, mais Mallory Swanson, parce qu'elle s'est mariée, elle a changé de nom. Trinity Rodman. On regarde l'équipe américaine de soccer féminin, puis on se dit, il y a vraiment de la relève. Il va falloir que du côté du Canada, on se grouille les... Non, mais qu'on s'affirme, qu'on ait vraiment un appui, un encadrement qui a de l'allure. Mais quand on regarde l'équipe américaine, je me dis ça va être une équipe vraiment puissante pour les 10 prochaines années. On en revient à ce que Janine Becky disait au comité du patrimoine. La génération de joueuses canadiennes qui est dans l'équipe nationale en ce moment, il arrive un peu par accident, malgré elle, parce qu'il n'y a pas de structure de développement comme aux États-Unis, par exemple. Cela dit, tu voyais ce week-end que c'est une année de Coupe du Monde. Puis il y en a qui veulent justement montrer quelles cartes elles ont dans leur jeu. Puis Christine Sinclair avait l'air d'avoir rajeuni de 7-8 ans. C'est ça, parce qu'on a parlé souvent de qu'est-ce qui va arriver avec Christine Sinclair pour la Coupe du Monde, qu'est-ce que Beth Friesman va prendre comme décision. Et là, premier match des Thorns de Portland, Holly, elle a eu un très bon match, là. C'est elle qui crée le premier but de Morgan Weaver. Elle ne reçoit pas le mérite de la passe décisive sur la fiche statistique, mais c'est son tir qui mène au but de Weaver. Donne la passe décisive pour le deuxième ensuite. Sinclair a mis un tir de l'extérieur de la surface pas longtemps après ça, qui aurait dû être un but. Il y avait une faute, mais un superbe but. Il aurait pu avoir un but de passe décisive. Fait que dans cette optique-là, tu sais, Sinclair, justement, dans ce rôle-là, où est-ce qu'elle est, justement, en retrait, un peu fait jouer davantage les autres qu'elle-même se mettre en valeur. Derrière Sophia Smith, qui a encore été, je dirais, c'était elle la joueuse de l'année en 2022, puis elle est bien partie déjà. C'est un match, mais pour continuer sur cette lancée-là. Donc, dans cette optique-là, Sinclair est encore tout à fait en mesure de rendre des services au Canada si on se fie à cette rencontre-là. Mais là, tu regardes ailleurs dans l'NWSL, des petits trucs qui se sont passés. Bon, Sophie Schmidt qui a été capitaine du Dash de Houston pour la première fois, match nul. Gabrielle Carl qui a fait ses débuts avec Washington sort à la 85e, puis ça avait l'air de faire mal à la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec sa jambe gauche, mais ça avait l'air d'être des traitements pas agréables. Ça tirait. Ouais, le dernier repli défensif, là, elle s'est pas rendue jusqu'au bout de son repli, ça faisait trop mal. Fait que des questions sur ce plan-là. Quinn n'a pas joué. Jordan Aitema qui a gaspillé des occasions dans la surface. Mais moi, je pense que c'est une fille. Ça va être Christine Sinclair et 10 autres joueuses là, pour l'instant. Mais c'est ça, comme tu dis. Moi, j'ai l'impression, dans les matchs, même en Europe, là, on sent que la Coupe du Monde est dans la tête des filles ou plusieurs filles qui n'ont pas leur place assurée veulent se prouver. Et un des points d'interrogation pour moi que je vais vouloir surveiller beaucoup avec l'OL Reign, c'est justement Jordan Aitema, qui était supposé d'être... prendre une place prépondérante. Ouais, tu sais, on l'attendait, c'est un beau talent, puis on la voyait comme la future Christine Sinclair, la future star. Puis là, j'ai l'impression que ça se tangue, que ça s'est pas passé comme on voulait avec le Paris Saint-Germain. Avec l'OL Reign, j'avais l'impression que peut-être le style de jeu lui convenait un peu plus. Elle a eu ses moments la saison dernière. C'est ça. Faut pas casser du sucre sur sauf que quand même, il va falloir que c'est le temps là, que, je dirais, c'est plus une recrue. Il va falloir qu'elle prenne les choses en main. S'affirmer et puis justement faire preuve de régularité. Tu parlais de ces moments. Mais c'est vrai que c'est une fille qui a du potentiel, c'est vrai, mais je veux dire, au statut auquel on l'a placée, et sûrement malgré elle aussi, c'est là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on te met justement une étiquette de superstar, qu'on te met en avant, que tu as une romance avec l'un des meilleurs joueurs du pays, forcément on te met un statut marketing qui est peut-être pas encore en corrélation avec ce que tu as prouvé sur le terrain. Et là, ça devient difficile. Il faut assumer ça. Il faut arriver justement à gérer et à digérer tout ça. Mais elle a le potentiel pour s'installer. Ça n'a pas été le cas lors des derniers Jeux Olympiques. Voilà, souvent remplaçante qui rentrait et qui
qui essayait d'amener sa touche. Mais comme tu l'as dit, c'est plus une rookie aujourd'hui. C'est une fille qui doit s'affirmer, qui doit prouver que son statut à l'extérieur est en adéquation avec ce qu'elle peut amener régulièrement sur le terrain. Sauf que c'est la la réalité, finition, souvent. c'est ça. C'est qu'elle n'est pas encore assez régulière et fiable à 100% à chaque match. C'est une fille qui marque souvent. C'est ça qu'on attend d'elle. Puis là, les statistiques, je viens de re-regarder, juste pour être sûr de ne pas dire des salades. C'est 4 grosses occasions ratées par l'OL Reign au complet sur ce match-là. Washington a gagné 1-0, puis on leur a donné 0. Grosse chance aux statistiques. C'est dire que c'était un super but de Rodman, mais tu sais, c'est... Non, mais je pense que c'est Kim McCauley sur Twitter qui expliquait que Trinity Rodman marque parce que l'OL Reign a juste pas de numéro 6 à cet endroit-là du terrain, à ce moment précis-là. L'OL Reign est passé à côté de son match, mais les grosses occasions qui sont ratées, c'est pas juste Jordan Aitema, c'est pas vrai. Ça serait malhonnête. Mais tu sais, tu parles d'attaquantes qui peuvent faire la différence, puis là, oui, on critique un faible échantillon, mais une Coupe du Monde, c'est 7 matchs. C'est pas un gros échantillon, puis il faut être décisif dans ces moments cruciaux-là. Mais tu sais, je trouve que c'est quand même, quand tu regardes ce match-là, en plus contre le Spirit de Washington, c'est un peu ironique, oui et non, mais c'est que tu as une Trinity Rodman. Peu importe si les gens qui vont dire pourquoi le marquer, c'est parce que c'est à cause d'Owen passe à côté de son match, ça reste que tu as l'exemple. Trinity Rodman, une jeune fille, une athlète qui a énormément de pression, entre autres à cause de son nom, qui a beaucoup d'attentes, mais elle sort un but de rien. Est décisive. Elle a une chance de marquer, elle compte. Fait que tu as deux filles, la Canadienne, l'Américaine, qui jouaient l'une contre l'autre, puis il y en a une qui réussit à répondre aux attentes. Puis Jordan Aitema, ben, c'est encore en suspens. Mais c'était quand même un scandale qu'elle soit sur la courte liste du Ballon d'Or l'année dernière, Trinity Rodman. Ouais, ça, le Ballon d'Or, c'est toujours... C'était comme le step de trop. Puis des fois, ben, c'est des personnes qui n'ont pas joué de l'année puis qui ont le genou éclaté qui gagnent le Ballon d'Or. Ça, c'est un autre débat aussi. Mais regarde, on ne partira pas ça aujourd'hui, mais j'invite les gens à regarder pour vrai les matchs de WSL pour vous donner une idée de ce à quoi va ressembler la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu, je vous rappelle, l'été prochain. Et vous pouvez nous écouter sur audio, mais pour les gens qui ne savent pas, on filme le balado. On est disponible aussi sur YouTube, le YouTube de Radio-Canada Sport. Allez vous abonner pour voir les magnifiques frimousses de Olivier Tremblay et d'Assoun Camara. Merci les garçons. Un plaisir, merci. On se retrouve donc la semaine prochaine. Il sera question évidemment du Canada, mais il y aura aussi un match à Vancouver du CF Montréal le week-end dernier. On va en parler, c'est certain. Donc on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.